Bonjour à tous. Je me présente, Marie-Lys. Je travaille chez les Nouveaux Géants. Je suis facilitatrice de formation à la transition écologique des métiers. J'ai la chance d'animer cet atelier, ces prochaines 45 minutes qu'on va vivre ensemble. Alors, les Nouveaux Géants, juste un petit mot pour que vous sachiez. On a un organisme de formation et donc on adresse différents métiers que vous voyez affichés. Et on travaille du coup avec des clients transsecteurs. Et pour cette conférence qui a pour thème du coup déployer la CSRD dans les métiers, on a la chance d'avoir 3 intervenants de qualité aujourd'hui. Donc Thibaut Massier-Dubiès au milieu, qui est expert en achat durable. Donc c'est lui qui aura la casquette achat aujourd'hui et qui est l'ancien directeur des achats de chez Métro. Wadi, qui est directeur et expert de la CSRD chez Goodwill Management, et qui sont aussi un de nos partenaires les deux sont nos partenaires chez les Nouveaux Géants. Et Ambroise, qui est fondateur et directeur général des Nouveaux Géants. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que nous dire comment est-ce que la CSRD descend dans vos métiers? Donc Wadi, du coup, la casquette finance, et Thibaut, la casquette plus achat, et Ambroise, casquette métier en règle générale. Qui commence? Okay. Donc je vais y aller, je commence. Donc déjà, merci de nous avoir invités et d'avoir invité les achats. Je dis ça parce que les achats sont souvent oubliés. Une conférence juste avant, une personne me disait qu'il y avait un sujet sur le scope 3 et le stress que ça générait dans les équipes. Les équipes listées étaient, je liste, la DG, la direction finance, la direction RSE, la direction juridique, la direction marketing, la direction RH, la direction commerciale. Sur le slide, il n'y avait pas la direction achat. Donc je suis très très content d'être là aujourd'hui parce que je pense que les achats, c'est finalement la première interface sur la CSRD, sur ces sujets-là dans le monde de l'entreprise. Il y a plein de gens de la RSE. Moi, je vous invite à prendre contact avec les directions achats si ce n'est pas déjà fait, parce que ça peut être les meilleurs alliés. Alors, est-ce que c'est déjà intégré dans les achats? Non, très peu. C'est le tout début. Donc, je pense que c'est encore vraiment... on est à l'initiation juste du sujet. Par contre, ça va imposer des standards exigeants que les achats vont pouvoir piloter, vont pouvoir aider. Il y a notamment un aspect qui me paraît intéressant, c'est que la CSRD, quand ça descend dans les métiers, ça impose une vision globale. Les achats ont déjà cette vision globale. Les achats ne peuvent pas travailler en silo. Ils sont obligés de travailler avec l'ensemble des départements parce qu'ils doivent répondre aux besoins de ces départements et les faire travailler ensemble. Donc cette vision-là, les achats l'ont déjà. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, natif chez eux de travailler comme ça, avec toutes aussi les notions de multicritères. On parle beaucoup d'euros encore dans le monde de l'entreprise ou de satisfaction client ou collaborateur. Mais quand vous êtes acheteur, vous parlez de kilomètres, vous parlez de CO2, vous parlez de plein, on en reparlera après, mais on parle de plein de KPIs comme ça qui sont vraiment intéressants. Et je prendrai juste un exemple, par exemple, qu'on a pu mettre en place chez Métro pour vous parler un peu de cette transversalité et de cette approche vraiment systémique. C'est dans l'organisation du service que je dirigeais. On avait donc décidé d'avoir une approche organisationnelle en triple bottom line, les 3 P, People, Profit, Planet, dans l'objectif justement de gérer tous les dossiers avec ces 3 engagements à la même hauteur. Les acheteurs qui géraient le profit, les services généraux qu'on appelait services collaborateurs qui géraient finalement tout l'aspect people, et on avait le management de l'énergie avec notamment des ingénieurs qui avaient aussi cette casquette de garantie sur les aspects environnementaux de nos projets. Donc voilà, les achats peuvent le faire, en tout cas les achats peuvent être organisés comme ça, et nous on a prouvé qu'on pouvait avoir cette vision multicritère et avec tous les départements. Ok. Du coup, les achats, c'est pas donc ils peuvent être oubliés en fait dans la CSRD. Ils sont souvent oubliés pour l'instant. Souvent oubliés, et donc toi tu dis que en fait non, ils devraient pas être oubliés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, et puis parce que les achats sont en amont. Quand vous avez un besoin dans une entreprise, celui qui va vous aider à travailler ce besoin, c'est l'acheteur. Donc travailler le besoin va être un peu clé, je pense, avec la CSRD. Ok, merci. Wadi, est-ce que tu veux réagir par rapport oui, avec l'équipe plaisir. finance en entreprise Déjà, merci pour l'invitation. Je ne suis pas DAF, le premier point. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est plutôt un retour d'expérience d'une dizaine de missions de conseil sur la CSRD. On était amené, bien entendu, à travailler avec des DAF. De ce que l'on voit, et ça n'engage que moi, la CSRD est perçue de 2 manières. Soit c'est une perception purement réglementaire. La CSRD, c'est un outil pour répondre à la réglementation au point final. Et on essaye de sortir de cette vision-là très minimaliste et restrictive de la CSRD.
soit c'est la CSRD plutôt un outil ou une opportunité financière pour nos clients. On essaye de le développer comme ça. Alors, soit le premier point, c'est plutôt une exigence réglementaire et c'est tout, parce que malheureusement, la CSRD, c'est au final un exercice réglementaire de double matérialité, de data point, quelque chose qui... très compliqué à comprendre, jusqu'à 1200 data points ou des indicateurs de données à remonter. C'est une usine à gaz et c'est malheureusement cette perception qu'ont les DAF de ce travail qui est en soi hyper stimulant, certes chronophage, mais hyper stimulant, parce qu'il descend à un niveau extrêmement détaillé de risques, d'impact et d'opportunités financières quand il est bien fait, qui permet de sortir avec des idées incroyables qui vont venir peut-être challenger le business model. Donc, notre rôle, nous, en tant que conseil, en tant que partie prenante interne ou externe, en tant que vous, votre rôle responsable RSE, c'est vraiment faire passer la directive d'une directive de transparence et de réglementation à une directive plutôt d'opportunités financières, une directive plutôt de maturité, venir challenger le business model grâce à ça. Et c'est notre discours, nous, en tant que conseil, vis-à-vis des DAF, mais également d'autres structures qui le voient malheureusement comme purement un exercice réglementaire. Et le DAF a un rôle extrêmement important à jouer, notamment dans la financiarisation des impacts, qu'ils soient négatifs, positifs. Et c'est des monétarisations qu'on fait souvent avec les DAF. Voilà. Ok. Merci Wadi. Ambroise, est-ce que tu veux réagir du coup par rapport au métier en règle générale ? Oui, alors peut-être, moi je ne connais pas tous les métiers, mais je vous parle de... donc vous avez compris, des formations qui sont spécialisées par métier, puis on a une autre activité de recherche où on étudie la transition des métiers, et on a du coup interviewé plus de 200 personnes, on va livrer 11 fiches de poste revues, prospectives le 21 novembre. Et donc c'est de là que je vais vous parler. C'est avec tous ces métiers qu'on a interrogés. Et donc forcément, la CSRD a fait partie des sujets qu'on a discutés. Si on vous a invités tous les deux, c'est qu'évidemment, il y a deux alliés clés qui sont la finance et les achats. Moi, je vais me faire le porte-parole des autres métiers. Il y en a 3 que j'ai envie de mettre en avant. Le premier, c'est l'IT. Pourquoi l'IT ? Parce qu'il y a des entreprises qui ont vachement travaillé avec l'IT pour structurer les data et la collecte de données. Il y a aussi un enjeu d'outils. Et pour les entreprises qui ont des équipes IT, soit qui développent des choses internes, soit qui achètent, ça peut être un vrai allié. C'est bon de les embarquer dès le début. Un autre dont on ne parle peut-être pas souvent, c'est la qualité. S'il y a un système de management de la qualité, leur rôle, c'est d'être garant des processus de l'entreprise. La CSRD va faire appel à la création ou la modification de beaucoup de processus dans la boîte. Et donc, c'est intéressant de les impliquer parce qu'ils ont le cerveau câblé pour réfléchir à ces sujets-là. Et ils tiennent la structure de tout ça dans l'entreprise. Et le dernier, qui est peut-être un peu plus direct, c'est le juridique, puisqu'on parle d'une réglementation et qu'il y a un process, il y a des audits à suivre. Et donc, le juridique doit pouvoir garder un œil pour être garant de la conformité du process avec ce que prévoit la loi. Et pour tous les autres métiers, ils vont être impliqués évidemment de 2 façons. La première chose, c'est qu'il y a dans l'analyse de double matérialité une liste des risques et des impacts qui vont peser spécifiquement sur leur zone de responsabilité. Et donc ça, c'est un travail à leur expliquer sur comment eux, ils peuvent avoir un regard sur ces risques et ces impacts à mesurer. Et ensuite, quand on passe sur la collecte, au niveau des ESRS, sur les sujets qui concernent mon métier, j'ai un rôle énorme à jouer qui est, l'évaluation qualitative ou quantitative, la mesure de la collecte, apporter la preuve aussi, et ensuite organiser un plan d'action. Donc évidemment, le message, et je le redirai, c'est que c'est un travail qui va impliquer tous les métiers. Donc on en met en lumière quelques-uns aujourd'hui, mais le message est vraiment de dire chacun va devoir s'impliquer sur ce sujet. Merci. Oui, Thibaut. Alors, je rajouterai juste un petit point aussi que je trouve intéressant. Oui, il faut parler de tous les départements. Ce qu'on a constaté aussi, en tout cas ce que moi j'ai constaté avec les équipes, c'est qu'il faut qu'on aille aussi voir à l'extérieur. L'entreprise s'ouvre beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, même si on le faisait déjà, on le fait beaucoup plus. Je vois par exemple, aujourd'hui, quand vous travaillez sur le crédit mobilité dans l'entreprise, il faut aller voir l'administration parce qu'il y a des problématiques d'impôts, derrière, de déclarations fiscales qui sont très importantes. Donc, vous pouvez aussi aller voir ce genre de personnes.
Je pense aussi, moi je fais partie de l'association des directeurs achats, l'ADRA. Donc c'est aussi très important pour des personnes dans l'entreprise d'aller voir aussi ce qu'il fait dans les autres entreprises. On va même encore plus loin parce qu'à l'ADRA, on est en train de travailler avec la DFCG, la direction justement des directeurs financiers, pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire en commun, notamment en termes de formation, pour que finalement les métiers se connaissent mieux les uns les autres. C'est pour ça que je voulais juste rebondir sur la transversalité, me paraît hyper clé. Ouais, c'est trop chouette. Wadi, tu veux aussi rebondir sur la partie consultation des parties prenantes, parce que c'est un point particulièrement important. Je suis d'accord avec toi. Juste un petit point important là-dessus, notamment sur l'analyse de double matérialité. Vous savez que c'est un exercice réglementaire qui va être audité par des commissaires aux comptes ou des OTI. Et la consultation des parties prenantes n'est pas obligatoire, elle est uniquement recommandée. Donc dans les matrices de matérialité ou double matérialité qu'on peut voir de manière très classique, on consulte des parties prenantes internes et externes, des départements en interne, des personnes en externe, mais il n'est pas forcément obligatoire d'aller consulter l'ensemble de ses collaborateurs ou même des parties prenantes externes parce que on considère soit c'est chronophage, soit parce qu'il y a une grosse limite liée à la subjectivité de la personne en face qui va donner un certain nombre de retours, des fois objectifs ou très peu éclairés sur un enjeu en particulier. Donc la recommandation notamment des ESRS, c'est plutôt d'aller discuter avec les représentants, par exemple des collaborateurs, le CSE ou des représentants de clients, et non pas directement des parties prenantes externes. Alors c'était là le point technique d'un expert SCR-CRD. Voilà, je m'arrête. Ok. Du coup, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que donc, tous les métiers ont un rôle à jouer dans cette CSRD, donc à différents niveaux. J'ai bien aimé ton parallèle, Wadi, que soit on voit la CSRD comme un outil de conformité juste de reporting un peu classique, ou alors justement un outil stratégique pour venir embarquer tous ces métiers au bon niveau d'ambition. Et donc là, le dernier point que vous relevez, d'aller voir en externe, se trouver des alliés et bien choisir. Du coup, à qui on s'adresse. Du coup, si on rentre un peu plus dans le détail et dans le concret par métier, donc c'est quelles sont les missions qui vont évoluer suite à la CSRD et par exemple, Wadi, pour un DAF, ça va être quoi les nouvelles missions qu'ils vont avoir avec la CSRD? C'est une question compliquée parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va changer, mais de ce qu'on voit aujourd'hui durant nos échanges, comme c'est le DAF qui est le garant en quelque sorte du reporting financier, c'est tout naturellement qui se voit imposer en quelque sorte de faire l'extra-financier. Donc quand on va demain publier notre rapport de durabilité, moi, entreprise qui est soumise au seuil de la CSRD, l'extra-financier sera dans le rapport de gestion, et dans le rapport de gestion, on a le côté financier. Et c'est ça qui va être finalement audité, et l'auditeur en général échange surtout avec le DAF pour vérifier que les process ont bien été mis en place, vérifier comment a été fait la collecte. Tu parlais de documents de preuve, etc. Ils seront amenés à vérifier énormément de documents de preuve. Mais moi, dans l'évolution du rôle ou du métier, je vois notamment un point extrêmement important, à mon sens, c'est que le DAF sera en mesure de qualifier et de quantifier un certain nombre d'impacts. Il a la main, ou il a l'information, à mon sens, à la fois pour donner une monétarisation d'un certain nombre d'impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, on parle notamment d'opportunités financières, et surtout donner le rythme et la dynamique pour aller faire la collecte au même titre que le financier. Pour l'extra-financier, le DAF va tout simplement donner un petit peu de rythme, aller chercher la collecte, vérifier qu'on est dans un process totalement auditable. Voilà. Ok, hyper clair. Est-ce que, Thibaut, tu veux réagir sur concrètement un acheteur, c'est quoi les nouvelles missions qui vont apparaître suite à son engagement avec la CSRD? Alors déjà, j'ai une première bonne nouvelle, c'est que souvent les critères financiers et extra-financiers sont en contradiction dans l'entreprise. Soit on ramène des euros, soit on protège les animaux. Les achats, les deux vont de pair. Un acheteur, naturellement, historiquement, est objectivé sur ses gains d'achat. Donc moins je fais aux achats, plus je suis récompensé, plus je vais avoir mes objectifs. Donc déjà, je pense que ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est pour ça que l'achat aussi peut être un bon allié. C'est qu'un acheteur qui va faire moins, il va gagner des euros, il va avoir ses objectifs, et donc il va être content. Ça, c'est le premier point. Après, bien évidemment, il y a plein de choses qui vont évoluer de façon très très forte, je pense. Déjà, sur la définition des besoins. Il faut justement, pour faire encore moins demain, il faut re-questionner le besoin. Et l'acheteur est là pour accompagner
l'ensemble des départements sur le questionnement de ce besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service, de ce produit? Et plus on va le travailler en amont, plus on va pouvoir travailler dans l'éco-conception, dans la circularité et tout simplement dans la sobriété. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu d'être en amont. Alors pour ça, il faudra miser un peu plus sur les achats peut-être demain et structurer un peu plus les équipes, mais en tout cas, c'est clé. Il va aussi falloir évoluer les objectifs. Et là, les acheteurs, justement, dans cette démarche d'accompagnement sur le besoin, je pense, peuvent aussi accompagner sur la notion de comment je fais évoluer les objectifs. Les objectifs d'avant, ça va être compliqué à suivre. Je me mets un objectif à 1 an et je ne sors pas de mon chemin et je veux absolument l'atteindre. On voit très bien aujourd'hui que dans un monde de plus en plus erratique, on le voit avec les tempêtes là, qu'on a vécues en France ou en Floride, il faut pouvoir être dans un monde agile. Donc repenser aussi nos systèmes et basculer, je pense, et ça c'est un élément clé pour moi, de la performance à la robustesse. On en parle de plus en plus au niveau du durable, mais dans le monde de l'entreprise, ça doit s'exprimer par une façon différente de travailler. J'arrête de me fixer des objectifs hyper contraints, mais je suis plus ouvert sur les possibilités de l'entreprise. Et ça, l'acheteur, il a cette vision-là, il doit pouvoir amener l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à être plus ouverts sur les possibilités, sur le champ des possibles et sur la façon de revoir peut-être un peu les objectifs. Je prends un exemple, l'usine la plus productive du monde. Aujourd'hui, il y a des inondations. Elle a beau être productive, si elle n'a pas pensé au risque inondation, elle ne sert à rien. Et il vaut mieux un petit site de production beaucoup plus primaire, mais qui aura anticipé ces risques-là. Donc avoir cette vision-là, et puis cette notion de robustesse est importante. Les missions nouvelles, dans les achats, c'est les pénuries aussi. On passe d'un monde de profusion de matières. Moi, j'ai acheté pendant 20 ans dans la grande distribution. J'ai acheté notamment les produits laitiers. On ne savait pas quoi faire du lait dans les années 80-90. On faisait des montagnes de beurre et l'Europe rachetait les cours du beurre, les stocks de beurre pour pas que les cours s'effondrent. 2009, première crise sur le lait. Ça dure que 6 mois et ça repart à surproduction. Et puis là, les crises sont de plus en plus récurrentes, de plus en plus fréquentes. Et on se rend compte qu'on est en train de basculer dans un monde de la surproduction. Il y avait besoin de beaucoup de commerciaux, beaucoup de marketing. Et on arrive dans une période de pénurie. Donc là, il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Donc l'entreprise, dans ses nouvelles missions, va avoir besoin de beaucoup plus d'acheteurs pour justement accompagner cette gestion de la pénurie, du partenariat avec les fournisseurs. Donc toutes ces notions-là sont finalement assez, je pense, primordiales. Et si je peux prendre un exemple très concret, je prenais l'exemple de l'organisation qu'on a mis en place chez Métro à l'époque. Je vais prendre un exemple très concret aussi de gestion d'un besoin d'énergie. Juste avant la crise énergétique, on a décidé avec mes collaborateurs de signer un PPA, donc un Power Purchase Agreement. À l'époque, c'était encore jamais fait en France. C'est ça qui est hallucinant. C'est que personne n'y avait encore pensé. En tout cas, c'était le début des réflexions. Et on a signé un accord sur l'énergie qu'on payait pas moins cher que le marché. Donc on peut se dire à quoi ça sert. Donc en termes de performance, on n'a rien gagné. Mais en termes de robustesse, on a décarboné notre énergie. On a signé sur une période pas très longue à l'époque, on en a fait d'autres après sur les périodes plus longues, mais là aujourd'hui ça va jusqu'à 20 ans ce genre de contrat. Et donc le jour où vous avez un problème de dispo, le jour où vous avez un problème de tarif, vous avez des contrats sur 20 ans. Donc pour moi, la mission nouvelle, c'est justement de sortir ces objectifs un peu court-termistes mais un peu fermés pour s'élargir, s'agrandir, voire plus loin et se donner la possibilité justement de signer des contrats sur des périodes aussi longues que 20 ans par exemple pour de l'énergie. Merci Thibaut. Ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit tous les deux, Wadi, tu l'as dit au début, mais en effet, du coup, c'est la première année de la CSRD et donc on voit des nouvelles missions qui arrivent, mais elles ne sont pas encore complètement structurées parce que c'est la première année et en fait, c'est OK, quoi. Et on les verra de plus en plus structurées au fur et à mesure. Et donc, pour un DAF, il y a le sujet de monétariser les risques et c'est le chef d'orchestre de la collecte des données. Et pour les achats, il est garant de flaguer les risques. En fait, vous êtes les premiers, vous avez tous les deux en fait du coup pas mal parlé de risques et d'agrandir. Enfin, il y a un sujet de partenariat avec les fournisseurs. On en parle beaucoup, coopération. On l'a entendu 1000 fois sur le salon. Et donc les achats, je pense que vous êtes au cœur de cette coopération et donc long terme vs court terme. Vous avez abordé tous les deux un peu les nouveaux KPIs, incentiver les équipes de manière différente. Vous les voyez peut-être déjà venir, ces nouveaux KPI. Est-ce que vous pouvez les identifier pour chacun de vos métiers? C'est lesquels qui vont arriver? Oui, on peut les identifier. Il y en a de nombreuses. Alors je pense que beaucoup connaissent déjà ce qui existe. Il ne faut pas non plus tout réinventer. Aujourd'hui, dans les achats, on travaille beaucoup avec les cartos des dépenses, les cartos des risques, les cartos de la durabilité. Bien évidemment, tout ça, il faut le garder. Il faut justement s'asseoir dessus. Je pense que la CSRD ne va pas réinventer tout ça.
les KPIs vont être de plus en plus nombreux, ça c'est certain, notamment pour des acheteurs. Je disais tout à l'heure, on était objectivé essentiellement sur des euros. Demain, il va falloir être objectivé sur du CO2, sur du kilowattheure, sur du mètre carré au sol. Donc ça va quand même pas mal complexifier. Il va falloir intégrer ces nouveaux KPIs. Alors, qui va les remplir ? C'est ça aussi la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on a suffisamment de compétences ? Moi, je vois que dans le monde des achats, pas forcément. En tout cas, il y a des choses à travailler, des choses à revoir. Ça va passer, je pense, par beaucoup de formations, parce que qui dit nouveau KPIs dit formation. Donc merci les nouveaux géants et finalement toutes ces structures qui vont accompagner la transformation. Je ferai petit aparté aussi, je pense à une association qui s'appelle BioG, je ne sais pas si ça vous parle, qui est portée par plein de scientifiques et qui justement essaye de pousser la formation de la biologie, notamment au lycée, en disant arrêtez de diminuer les heures de biologie au lycée. Si à un moment on veut parler de nouveaux KPIs, si on veut parler du vivant, il faut absolument qu'on reforme les lycéens et après dans la formation continue. C'est porté notamment par un Marc-André Selos. D'ailleurs, je vous conseille ces bouquins, qui sont juste fabuleux pour comprendre le monde du vivant. Mais cette formation-là est clé. Donc, comment on accompagne aussi nos équipes ? Donc, nouveaux KPIs, OK, mais bien évidemment, la formation qui va avec pour savoir qui va la remplir. Aujourd'hui, finalement, il y a des choses très, très simples alors, il y a pas mal de gens de la RSE dans la salle, peut-être que ça va être plus évident pour vous, mais qui connaît le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui ? On parle de CO2 de partout. Et finalement, je pense que si on pose la question même au Salon Pro Durable, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui pourront vous donner le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. Donc cette notion-là, va être clé et va être hyper importante. En tout cas, moi, je pense qu'il faut faire un focus là-dessus. Et quand on parle de nouveaux KPIs, c'est aussi de se poser la question sur les anciens. Donc je vais reprendre aussi un exemple. Je vais imaginer comme sur les autres points. Chez Métro, qu'est-ce qu'on a fait ? On a arrêté les gains financiers aux acheteurs. J'ai pris cette décision tout seul. À l'époque, le CEO de l'époque m'a dit « Thibaut, tu ne peux pas faire ça ». Finalement, on l'a quand même fait. Et au bout de plusieurs années, on s'est rendu compte de quoi ? Finalement, que les acheteurs, plutôt d'être objectivés sur l'année 1, ils avaient une vision beaucoup plus globale. Donc, si on veut intégrer ces nouveaux KPIs, il faut que les acheteurs ne soient plus, alors, les acheteurs, mais aussi tous les autres personnes de l'entreprise, plus uniquement focus sur des résultats à court terme. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate déjà que ça leur permet d'avoir une approche beaucoup plus qualitative et on gagne beaucoup plus d'argent sur le long terme. Parce que quand on a une vision globale, je vous parlais de l'énergie, si vous achetez sur 20 ans, alors oui, vous n'allez peut-être pas gagner sur la première année, mais si vous faites votre bilan au bout de 10, 15 ou 20 ans, vous allez voir que vous allez gagner énormément d'argent. Donc je pense que ça, c'est un élément clé. Il faut repenser la façon d'objectiver les personnes. Je prends un exemple tout bête, mais pour être sûr que ça rentre bien. Quand on demande à les acheteurs de faire un appel d'offres, là, vous avez des tables qui durent 10 ans. Au bout de 10 ans, on veut les changer. Si l'acheteur vous trouve des tables en plastique qui vont durer 3 ans et qui sont 2 fois moins chères, il va faire de tels gains qu'il va avoir des super primes. Sauf qu'une table qui dure 3 fois moins longtemps et qui est 2 fois moins chère, au bout des 10 ans, on en aura acheté 3 fois et pas 2 fois, donc on aura perdu de l'argent. Donc l'entreprise perd de l'argent à donner ses objectifs finalement très court-termistes. Et je pense qu'il faut aussi faire comprendre. Les achats commencent à le comprendre, mais c'est encore que le début. Mais il faut que toute l'entreprise comprenne que quand on parle de nouveaux KPIs, il faut aussi parler de nouvelles temporalités. Je pense que ça, c'est un sujet hyper clé. Super. Merci Thibaut. Tu me permettras juste de faire une petite discrétion juste sur la terminologie, parce qu'on parle de nouveaux KPIs, mais si on parle de CSRD stricto sensu, c'est data point. Ce sont les indicateurs qu'il faudra publier de manière obligatoirement. Je reviens juste à la directive. Et on ne peut pas parler de nouveaux KPI parce que c'est des indicateurs qui sont connus, décidés par l'Union européenne et qui s'imposent à toutes les entreprises qui sont soumises au seuil. On parle un peu moins de 1200 data points. 1 tiers quanti, 2 tiers quali. Pour vous donner un ordre de grandeur sur les dizaines de boîtes qu'on a accompagnées depuis le début de l'année, on a entre 70% et 100% de ces 1200 indicateurs qui sont matériels, donc qui doivent être publiés par l'entreprise. Aucune entreprise n'a 100% de ces indicateurs matériels. Donc pour beaucoup, c'est des nouveaux indicateurs parce qu'elles ne les collectent pas de base. Et c'est un point, à mon sens, extrêmement important à souligner. Et c'est ce côté-là réglementaire qui fait un petit peu rager les DAF et toutes les entités, parce que ça apporte tout simplement beaucoup plus de travail par rapport à ce qu'ils font déjà.
Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Peut-être en termes de posture, nous, dans notre approche, ce qu'on dit, c'est qu'aucune entreprise demain, notamment celles qui sont concernées en 2026, beaucoup seront concernées en 2026 sur les données 2025, n'auront 100% de leurs données à publier. Donc le mot d'ordre, c'est plutôt à y aller de manière très progressive, de commencer potentiellement sur, je ne sais pas, on a 800 indicateurs à publier parce qu'ils sont matériels, commencer que par 400 la première année, et dire que sur les 400 autres, on va les calculer ou aller narrer, raconter des actions, des politiques, peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après. Le côté progressif est totalement accepté, parce que je le rappelle, la directive est plutôt une directive de transparence. On doit justifier qu'on a mis en place quelque chose ou tout simplement dire qu'on n'a pas fait. Et l'idée, c'est d'orienter les flux financiers grâce à cette transparence des organisations. Et c'est ça le pari. On espère que les entreprises vont décider de publier des choses et agir, aller vers de la maturité en n'acceptant pas d'avoir des rapports de durabilité vides. Mais sachez qu'avoir un rapport de durabilité vide, tant qu'il est publié, on répond à la réglementation. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont décider l'année prochaine, potentiellement, de ne pas publier potentiellement leur rapport de durabilité, accepter de payer potentiellement aussi une amende, parce que ça coûterait aussi trop cher d'investir dans la CSRD, malheureusement. Alors, c'est un cas extrêmement rare, mais on a aujourd'hui des entreprises concernées, non pas par la CSRD, mais l'ancienne norme qui s'appelle la NFRD, qui doivent publier des DPEF, et qui sont concernés depuis 2-3 ans et qui ont décidé de ne pas le publier pour des raisons de manque de responsabilité, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, l'idée derrière, et je m'arrêterai là, c'est plutôt y aller progressivement, chercher à montrer que c'est vraiment une opportunité financière. Et on a une chance terrible, c'est que l'Union européenne a décidé de consacrer la méthodologie de double matérialité dans la loi, et que toutes les entreprises doivent suivre la même méthodologie d'analyse de double matérialité. Et dans cette analyse, on a une méthode encore plus pertinente et très précise, qui est celle des zéros. Alors je ne sais pas si vous en parlez, les responsables RSE doivent savoir ce que c'est. Donc, décliner l'ensemble des enjeux, par exemple la santé-sécurité, en I, en impact, R, risque, et O, opportunité, donc même des opportunités financières. Et c'est ça qui est intéressant à aller mener, c'est voir dans chaque enjeu, non pas si je ne le maîtrise pas, quel est l'impact négatif sur mon business ou sur mes parties prenantes, mais voir aussi tout le volet positif et qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à mon entreprise en termes de changement de business model, ou comment je fais rentrer mon entreprise dans les limites planétaires. Je voudrais juste apporter un tout petit complément, qui est plus un teasing qu'un complément d'ailleurs, dans l'étude dont je vous parle, qu'on sortira le 21 novembre. On étudie donc 11 familles de métiers, l'achat, la finance, mais la vente, la logistique, le juridique, voilà. Et dans lequel on décline aussi, en lien avec la question, les KPI, anciens et nouveaux, sur ces métiers-là, pour justement creuser quels sont les sujets sur lesquels on peut incentiver, comme tu disais, les différentes équipes. Merci. Et juste un dernier point. Ouais. Bien entendu, l'entreprise qui est soumise à la CSRD publier dans son rapport de durabilité des indicateurs qu'elle juge utiles, et surtout parce qu'il y a des indicateurs qui sont très spécifiques à un secteur en particulier. On attend encore des jeux de normes à partir de 2026 sur des secteurs spécifiques, l'hôtellerie, la restauration, etc. Rien n'empêche l'entreprise, dans son rapport de durabilité, de publier de nouveaux indicateurs en plus des 1200. On nous a posé. Mais d'abord, il y a les indicateurs potentiellement matériels, entre les 800 et les 1200. Mais on peut le faire, mais en plus. Mais les 1200 sont génériques et concernent toutes les entreprises. Voilà. D'accord. Donc pour les plus jusqu'au boutistes d'entre nous, vous pouvez en publier plus que 1200 des data points. Ok, merci beaucoup à vous trois. Je comprends. Enfin, j'ai bien aimé ta manière de différencier évidemment de data points et KPIs. KPIs, j'entendais en effet comment on incentive les équipes, mais c'est très lié en effet à générer du coup ces data points, bien les identifier, centraliser, etc. Ces données. Donc, juste, je rebondis sur ce que tu disais, Wadi, sur le fait que les entreprises, elles peuvent publier de manière progressive et donc commencer par X data points sur 1200.
et que s'ils ne le font pas bien, enfin, tu sais, les pires players qui ne le font pas bien, ils ont une amende. C'est quoi, en fait, la punition concrètement si on ne fait pas bien les choses et qui sévit? Merci pour ta question. Alors, ça dépend ce qu'on appelle ne pas bien faire. En fait, la loi ne précise pas ce qui est bien ou pas bien. Elle est très claire. C'est est-ce qu'on intègre ou pas le rapport de durabilité dans le rapport de gestion, tout simplement. Et ça, c'est prévu bien avant la CSRD. C'est 9 000 € pour les entreprises qui ne le font pas. Que ça soit extra-financier ou financier, c'est exactement la même chose. Et c'est une bonne chose parce qu'on met au même pied d'égalité le rapport financier et le rapport extra-financier. On ne publie pas l'extra-financier ou le financier, c'est 9 000 €. Après, il y a des discussions parmi les procureurs du tribunal de commerce. On ne sait pas si ça va être applicable. On a des DPEF. La DPEF aussi a prévu des sanctions, mais aujourd'hui, je n'ai aucun cas. On n'a jamais lu dans la littérature ou dans des articles documentés des amendes. On accompagne aujourd'hui des entreprises, je vais citer aucune entreprise, mais qui sont soumises par la DPEF, n'ont jamais fait de DPEF et veulent y aller directement dans le rapport de durabilité. Ok. Alors, merci pour vos apports à chacun. Pour terminer, dernière question, après on vous laissera la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Pour finir, Ambroise, est-ce que du coup la CSRD, c'est l'affaire de la RSE majoritairement ou des métiers? Moi, je voudrais répondre d'abord par une question. Pour qui, ici, la CSRD, c'est fun? Levez la main. Ah, il y a 3-4 courageux, allez, qui trouvent ça fun. Pour tous les autres qui trouvent ça pas fun et qui sont peut-être en RSE, on a vu qu'il y avait pas mal de gens en RSE ici, j'ai un message qui est peut-être une bonne nouvelle. La CSRD, c'est pas votre job. Alors, vous allez dire, mais non, mais je passe ma vie à faire la CSRD en ce moment, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi je dis que c'est pas votre job? Parce que je pense que, en tout cas, il ne faut pas que vous le considériez comme votre job. Évidemment, c'est vous qui êtes les leaders aujourd'hui sur ces sujets, c'est vous qui emmenez, mais le but est d'emmener les autres, en fait. Et il y a 3 raisons que je vais détailler pour ça. La première, c'est une contrainte. On a vu, il y a 1200 data points, il y a énormément de choses à faire. Et donc, vous avez nécessité d'aller chercher les inputs dans les différents métiers, d'embarquer les différents métiers, etc. Donc ça doit être l'affaire des métiers, parce que vous n'allez évidemment pas y arriver tout seul. La deuxième chose, c'est que c'est un risque énorme si vous considérez que c'est votre job à vous, surtout. La première raison, c'est que si ça reste à la RSE, ça va rester un sujet à part. C'est comme dire on a une stratégie d'entreprise et une stratégie RSE. En général, ça ne marche pas énormément. Donc si on veut un enjeu de performance globale, il faut vraiment penser la CSRD comme une opportunité de créer une performance globale dans l'entreprise et donc pour ça, d'aller emmener beaucoup plus largement les métiers. C'est aussi pour ça que nous, quand on a créé la boîte, on s'est dit on va faire des formations métiers. Les seules personnes qu'on ne forme pas, c'est les RSE, parce que notre job, c'est de sortir la RSE de la RSE. Et donc, c'est un peu ça le message. Le deuxième risque, c'est que si vous vous mettez à faire ça et que c'est identifié comme votre seule responsabilité, en tout cas celle que vous portez vous, c'est tellement costaud que la RSE va devenir la CSRD. En fait, c'est ça que vous allez faire au quotidien et dans l'année. Et donc, il faut absolument que ce soit une responsabilité qui soit plus partagée, parce que vous avez un job de leader pour bouger la boîte sur le sujet. Et si vous vous enfermez là-dedans, vous allez perdre tout le leadership que vous pouvez consacrer ailleurs. Et la dernière raison pour laquelle c'est pas votre job, et je sais que c'est un peu provoque de dire ça, mais c'est fait exprès, c'est que c'est une opportunité énorme, parce qu'il y a enfin un argument. Moi, je rencontre plein d'entreprises qui, alors nous, ça nous amène des formations, mais qui se disent, ça y est, en fait, les métiers commencent à me poser des questions sur comment je fais, etc. Parce que notamment, j'ai utilisé le réglementaire pour aller voir un codir, pour dire, mais en fait, il y a ça qui arrive, pour aller voir des équipes métiers, etc. Donc, le message est assez clair, faites-en l'affaire des métiers le plus possible, et c'est comme ça que vous ferez faire un bond à la RSE dans l'entreprise. Voilà. Et comme on va terminer, je voudrais juste vous poser une question en transparence, puisque c'est le thème. Chez les nouveaux géants, on se pose la question de se dire, puisqu'on porte ce message, de dire, tiens, cette CSRD, elle doit aller dans les métiers. Ça m'intéresserait, vous pourrez nous en parler sur le stand tout à l'heure si ça vous intéresse, de voir si c'est pertinent de faire des formations qui sont dédiées à la CSRD, mais par métier.
pour expliquer aux achats en quoi c'est leur rôle, à l'IT en quoi c'est leur rôle, etc. Donc c'est un sujet qu'on explore et on ne sait pas trop si c'est intéressant d'y aller, s'il y a vraiment un sujet pour vous. Et donc voilà, si c'est un sujet pour vous, on aimerait bien en parler avec vous. Si je peux juste rebondir sur ce que tu abordes, moi je pense que la RSE, ça va être un des départements les plus stratégiques dans les années qui viennent de l'entreprise. Je vous parlais de pénurie dans les achats. Aujourd'hui, vous faites des plaquettes de chocolat, vous faites des pizzas, il n'y a plus de cacao, il n'y a plus d'huile d'olive, vous faites des câbles électriques, le cuivre, dans les 2 ans qui viennent, ça va être compliqué. Donc de toute façon, la CSRD, c'est peut-être un peu du reporting aujourd'hui, mais sans CSRD, je ne parle pas forcément de l'aspect réglementaire, mais de l'aspect vraiment fondamental stratégique, l'entreprise ne pourra pas durer. Donc l'entreprise va avoir besoin très très vite de comprendre qu'il y a des pénuries, qu'il y a des pollutions, qu'il y a des choses à voir et qu'il va falloir remettre un peu de science dans nos business, et sans la RSE, ce ne sera pas possible. Merci à vous 3 pour ces apports. Je vous propose de passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais faire passer un micro. C'est la CSRD, c'est pas fun, on avait dit. Mais il y a quand même une question. Allô. Ça marche? Oui, ça marche. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, plus qu'une question, c'est un témoignage et un commentaire, en fait. Alors, moi, je représente une société qui est dans l'agroalimentaire, donc ça me parle énormément, l'histoire des pénuries. On est transformateur de fruits, en purée de fruits dans la Drôme, et potentiellement même des fournisseurs de métro, d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'adresse à des pâtissiers, des chefs, des restaurateurs. Et du coup, alors pour aller dans le sens de ce que dit Thibaut, effectivement, les achats sont des partenaires clés pour la RSE, et plus que ça, ils donnent l'impulsion. Et j'en ai pour preuve qu'en fait, je dirige une direction double, qui est à la fois la direction achat et la direction RSE. Donc on s'est complètement associés, et ça fait énormément sens. Donc en fait, c'est vraiment les achats qui ont poussé en fait la RSE au sein de l'entreprise, qui ont été quelque part le service pilote pour actionner des choses au niveau de l'amont de la chaîne de valeur, conscient qu'en fait, les enjeux, ils étaient là, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, on s'est dit, mais à quoi ça sert en fait d'impulser une démarche achat responsable, de travailler avec nos fournisseurs, si c'est pas soutenu par l'intégralité de l'entreprise et par tous les services. Donc finalement, effectivement, ça rejoint complètement cette prise de conscience aiguë qu'ont les acheteurs depuis longtemps, parce qu'en fait, surtout en fait dans l'agroalimentaire, mais pas que en fait, mais vraiment l'agroalimentaire, on est connecté au vivant, donc on est vraiment plugué sur les sujets de pénurie. Donc du coup, c'est un enjeu de durabilité, et ça fait longtemps effectivement que les acheteurs ne sont plus objectivés sur des cost saving qui n'ont aucun sens, mais plus sur des projets qualitatifs, et également même sur les compétences qu'on recherche aujourd'hui. Les acheteurs sont des ingénieurs agronomes, en fait. Il n'y a aucun acheteur de métier. Ça montre bien, en fait, où on place le curseur et où on place les enjeux, en fait, métiers. Et pour finir, parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais nous serons soumis à la CSRD en 2026. On a travaillé notre analyse de double matérialité cette année, et sans surprise, on a 60%, je dirais, des enjeux qui se situent sur l'amont de la chaîne de valeur. Donc voilà, les achats n'ont pas attendu la CSRD pour évoluer, pour changer, en fait, et porter ces sujets de durabilité. J'avais autre chose à dire, j'ai oublié. Bon, voilà, c'est un témoignage, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de conférences sur la CSRD. Là, on est vraiment sur une conférence ancrée dans le réel et les métiers, et c'est essentiel. Merci pour le témoignage. Ouais, merci beaucoup pour le témoignage et le feedback en live. Merci pour vos témoignages. Une question peut-être un peu trop générique, mais que je trouve intéressante. Là, on parle de déployer dans les métiers, donc de compétences, de fiches de poste. Est-ce que d'après vous, ça va être avant tout un enjeu de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être? On a évoqué connaître le vivant, donc c'est on va dire du savoir, mais ça peut être aussi effectivement des compétences appliquées, ou alors ça peut être vraiment du savoir-être, la résilience, la capacité à s'adapter.
À votre avis, et peut-être que c'est très différent d'un métier à l'autre, mais ça va impliquer sur lesquelles de ces 3 composantes? Je prends un élément de réponse, mais c'est qu'un avis du coup. Je pense que le savoir-faire débloque beaucoup de choses parce que c'est souvent un bloquant dans le sens où quand on est chez les opérationnels, dans les équipes métiers, il y a ce sentiment assez fort d'illégitimité et d'abstraction du sujet transition écologique. Et quand d'un seul coup on va parler de numérique responsable, performance extra-financière, éco-conception, etc. Là, d'un seul coup, on va rentrer sur quelque chose d'assez concret et donc on définit assez clairement la zone de responsabilité et ce qu'on peut faire. Et ça peut vachement débloquer l'action déjà. Donc moi, je trouve que le savoir-faire, dans le milieu un peu RSE écolo, c'est vrai qu'on met beaucoup le savoir-être en avant et je trouve qu'il est très important. Il ne faut pas oublier le savoir-faire qui est quand même... qui débloque beaucoup et qui est plus accessible. Après, évidemment, dans le savoir-être, c'est important. Et dans le savoir-être, je mets... nous, ce qu'on fait, pour donner un exemple, c'est qu'on aborde beaucoup dans les formations le sujet de l'éco-anxiété, par exemple. Alors, c'est pas exactement du savoir-être, mais c'est aller chercher les gens un peu dans les tripes. Et de manière générale, je trouve qu'il y a un très gros enjeu à autoriser le non-jugement sur le sujet écologique, ou en tout cas à autoriser de faire vivre ce sujet dans l'entreprise. Nous, on a en formation des gens qui ont craqué, qui ont pleuré. C'était pas l'objectif, bien sûr, et ça arrive pas à chaque fois, mais parce que en fait, c'était enfin, on avait le droit d'en parler parce que c'était hyper vivant en moi ce sujet, et l'entreprise n'était pas un lieu où j'avais le droit d'en parler, et puis en plus là, c'était un endroit où moi, à qui ça parle beaucoup, je peux être un peu en lumière parce que j'ai un peu d'avance, je peux avancer et j'ai le droit, etc. Et à côté, il y a je sais pas qui a son SUV et c'est OK en fait. Il a le droit d'avoir son SUV aussi, il en est là, quoi. Et je trouve cette tolérance qui permet d'ouvrir ce sujet, je trouve que c'est un sujet hyper important de savoir-être dans l'entreprise quand on aborde ces sujets. Je verrai, moi, les choses version achat. Je pense que le savoir, c'est primordial. Si on ne sait pas de quoi on parle, on parle souvent du pourquoi. Je pense que c'est important de commencer par ça. Le savoir-faire, c'est hyper important, mais le bon savoir-faire. Moi, en tant qu'acheteur, justement, j'essaye de déconstruire le savoir-faire d'avant, parce que dans un monde d'avant, le savoir-faire, c'est plus le bon. Vous venez sur ProDurable, je ne sais pas quel est le pourcentage de femmes par rapport aux hommes, mais il y a un moment, il y a une déconstruction, je pense. Moi, j'ai travaillé sur la mobilité en interne. Tu parlais du SUV, faut pas bien évidemment jeter quoi que ce soit sur les utilisateurs de SUV, mais c'est quand même beaucoup des mâles de 50 ans aux cheveux blancs. Et moi j'en ai plus, je ne le dis pas pour moi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'à un moment il y a une déconstruction à faire sur les anciens modèles si on veut mettre les nouveaux modèles. C'est ça qui est compliqué, mais c'est hyper passionnant. Passer de la performance à la robustesse, j'en parlais tout à l'heure. Moi je trouve ça passionnant, c'est génial. J'ajouterais juste en 2 mots, c'est un avis purement personnel, si on lit la CSRD telle que c'est perçu et lu par les entreprises à l'heure actuelle, c'est que du savoir. Elles font appel à des cabinets de conseil où elles comprennent le sujet d'un point de vue assez technique. C'est quoi les seuils? Je suis concerné. Qu'est-ce que je dois publier? C'est quoi un data point? C'est quoi la double matérialité? Comment j'y prends? Et je fais plaisir au commissaire aux comptes. Globalement, c'est un petit peu ça. Mais tout l'enjeu, c'est de comment passer de cette CSRD un peu... technico-technique à un savoir-être. On va motiver les dirigeants à que ça soit un outil vraiment transformatif pour faire passer les entreprises ou faire rentrer l'entreprise dans les limites planétaires. On est loin du compte. Aujourd'hui, la CSRD n'est pas perçue comme ça, malheureusement. Je complémente juste sur ce que tu dis. Quand je parle moi de savoir, je ne parle pas de savoir process CSRD. Le savoir de pourquoi on fait les choses. Le savoir du pourquoi j'ai un produit, pourquoi j'ai un service et à quoi il sert. Quand je parle de savoir, je parle de ça. C'est vrai que si on reste trop focus sur juste le process CSRD, ça n'a pas de sens. Et pour préciser ce que j'ai dit, savoir est essentiel, parce qu'évidemment, il y a la coopération, il y a plein de choses. Moi, je suis très inspiré par ce qu'on appelle les organisations Opal ou compagnie, etc. Et c'est sûr que dès qu'on rentre dans des organisations comme ça, les sujets de RSE, ils avancent beaucoup plus vite. Donc forcément, c'est les deux ensemble. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci pour vos réponses multiples. Génial, merci à vous. Bon salon. Juste avant de vous libérer, pour ceux qui sont intéressés du coup pour voir ces 11 fiches de poste de métier V2,
Donc on a un pôle recherche qui travaille sur le sujet et elles vont être délivrées le 21 novembre. Donc on vous invite à l'événement où on va en parler. Si vous scannez ce QR code, vous allez tomber sur le site des Nouveaux Géants et en gros il y a une invitation à s'inscrire à la newsletter et on va publier en fait ces fiches de poste sur cette newsletter. Donc les attendez pas tout de suite, c'est en novembre. Mais si ça peut être diffusé les envoyer aux différentes équipes métiers pour les faire réfléchir aux différentes missions qu'ils peuvent mettre en place, c'est le but. Et c'est gratuit. Merci à tous et bon salon. Si vous avez des questions, on a un stand au 21.1 à côté de l'escalator. Au revoir. Merci. Au revoir.